Salut! Salut tout le monde! Je sais pas combien on est pour l'instant, je crois qu'on est 4, 5. Bienvenue sur le premier live de la chaîne Flair Agency, qui s'appelle les Moon Live. Salut! Salut tout le monde! Bon, c'est trop cool, on est trop contente de faire ce premier live en tout cas. Je sais pas si vous avez vu nos communications sur LinkedIn ou comment vous avez débarqué ici, mais du coup, les Moon Live, c'est une chaîne qu'on va créer déjà pour créer une communauté, parce que nous, on adore être dans le partage, vous montrer en fait un peu les coulisses de l'agence SEO, et puis bien évidemment parler d'expertise et de plein d'autres sujets. Je vais attendre un peu avant qu'on commence. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont là? Bon, déjà, ceux qui sont là, est-ce que vous connaissez Flair ou vous ne connaissez pas du tout? Est-ce que vous êtes là en mode random? Vous êtes tombé sur notre live sur les fins fonds de Twitch? Ok, si des gens sont là, manifestez-vous dans le chat. Ok, on a une personne qui connaît, super. Bon, bah top. Je vais quand même faire les présentations parce que donc Flair, c'est une agence SEO. En fait, c'est une agence indépendante 100% spécialisée SEO. Et là, on est dans nos bureaux. Donc, vous avez vu, on a fait un setup spécial pour le live. On s'est donné, hein, franchement, on a tout configuré. C'est Gaëlle qui travaille avec nous, qui a fait tout le setup. Donc, encore merci à elle. Et puis vous verrez, on fera un petit tour des bureaux et je vous présenterai une partie de l'équipe parce que tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Et ce qui fait la spécificité de Flair, c'est que certes, on est une agence SEO, mais on bosse aussi avec des développeurs web et autres aussi, et des data analysts, parce que c'est deux expertises qui sont hyper complémentaires du SEO. Et en plus de ça, en fait, on a décidé de développer une plateforme d'outils SEO. Donc, ces outils, on ne les fait pas toutes seules. Donc, forcément, on s'est entouré de ces deux expertises qui comptent beaucoup pour nous. Et la plateforme d'outils, elle s'appelle Flow. Et donc, on a sorti un premier outil là, qui est un outil en fait qui est dédié à la recherche de mots-clés sur Pinterest, qui est un moteur de recherche. Pinterest n'est pas un réseau social, c'est un moteur de recherche visuel. Et donc cet outil il vous permet de détecter l'ensemble des mots-clés en fait, que les internautes tapent sur la plateforme sur un sujet donné. Yes, vive Pinterest carrément, c'est notre dada chez Flair. D'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez nos actus, mais on a fait déjà pas mal de conférences. Et la première conférence qu'on a faite avec Kate, mon associée, la cofondatrice de l'agence que je vous présenterai tout à l'heure, elle était sur Pinterest justement et c'était au Web Island à Nantes. C'était trop trop cool. C'est une conférence qui était, euh, qui était organisée par une agence qui s'appelle Cozy. Notamment par Laura Blanchard. Je pense qu'il y a pas mal de personnes de la commu qui la connaissent. Elle a fait, elle aussi, c'est une grande conférencière. Et du coup, c'était hyper sympa. On était hyper stressés, mais c'était une conférence hyper bon enfant. Et on a pu faire découvrir un petit peu notre expertise sur la plateforme. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont arrivées sur le live. Ouais, ok, super. Manifestez-vous dans le chat, hein. N'hésitez pas à nous dire bonjour. On est sympa. On est sympa, on va pas vous manger. Vous inquiétez pas. Donc, manifestez-vous. Bon, vous êtes timide. Ah, salut! Alors, comment tu t'appelles? Anne Lorec. Bonjour Anne Lorec. Comment t'es arrivée sur le live? Dis-nous en plus. Tu connaissais Flair ou pas du tout? T'as vu la com LinkedIn? N'hésite pas. Tu connais Flair. Ok, génial. Et je vois qu'on a que des aficionados aujourd'hui. C'est top. C'est trop bien. Bon, en tout cas, vous l'avez vu aujourd'hui, on est là pour parler d'IA parce que ça a forcément un impact sur notre métier. C'est un peu le sujet brûlant du moment. D'ailleurs, il y a eu une super conférence au SEO Camp. Oui, parce qu'on a participé au SEO Camp jeudi. Je peux vous dire qu'on était maxi stressés avec Kate. Ça a été du gros travail, notamment pour préparer la conférence. On avait fait une conférence sur l'audit éditorial pour vous donner des tips et des méthodologies pour mieux appréhender cet audit qui est un peu négligé en SEO. Mais ça s'est hyper bien passé. On a eu de super retours. On a pu revoir plein de gens avec qui on était au Web Island. Et du coup, c'était dingue. D'ailleurs, j'en profite. Hein, je ne sais pas s'ils sont là ou s'ils verront le replay, mais on fait coucou
à toutes les personnes qu'on a rencontrées, Daniel Roche, Kovan, qui est là sur tous les salons, hein, qui est le monsieur Odo Switch qu'on voit sur tous les salons SEO. Coucou à Frédéric Bobet aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce SEO Camp? On a vu, donc, je vous le disais, une super conférence sur l'IA. En fait, il y avait un monsieur de Bing. Par contre, j'ai plus son prénom. Ah, ça, c'est pas bien, arrive. C'était génial et du coup, c'était trop cool en fait d'avoir l'occasion dans un salon SEO, effectivement, d'avoir des représentants d'un moteur de recherche parce que c'est assez rare, c'est quelque chose qui est plutôt dédié aux gens qui font du search, enfin du SIA. Nous, en SEO, on est rarement invités chez Google et chez Bing, on va pas se mentir. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas folle, je suis pas seule, pas folle, je suis un peu folle aussi, mais je suis pas seule. Donc, je suis accompagnée de Kate, qui est ma cofondatrice. Elle peut peut-être venir vous faire un petit coucou Ouais, je suis timide. à la caméra. Ouais, elle est timide, mais ça va bien se passer. Salut! Donc, Salut. toi, Kate, c'est qui? Pas grand monde, hein. Non, mais du coup, comme le disait Margot, du coup, cofondatrice de Flair Agency. Ouais, Donc, c'est nous deux qui pilotons l'agence. C'est nous deux qui avons eu très très peur au SEO Camp, mais avec qui ça s'est très très bien passé. ouais. Et voilà, on est hyper contents de lancer ce premier live. Donc là, c'est trop cool de vous avoir aujourd'hui avec nous. Carrément. Et je laisse Margot Ouais. continuer ce live. Salut! C'est ça. Bon, aujourd'hui, en tout cas, on est là pour parler de l'IA et de ChatGPT et des opportunités que ça peut représenter dans le SEO. Donc, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à commenter. Le but, c'est que ça soit aussi un échange, un débat qui vienne nourrir toute la réflexion qu'on a pu avoir ces derniers temps sur ces nouvelles, l'apparition de l'IA dans nos vies. Alors déjà, je vous propose qu'on fasse un petit retour sur l'intelligence artificielle. Et pour parler d'un sujet, le mieux, c'est quand même d'être au fait sur vraiment sa définition. Est-ce que ici, il y a des gens dans le chat qui savent vraiment ce que c'est l'IA? Salut Fabrice! Salut, bienvenue sur le premier Moon Live de Flair. Je ne sais pas si tu étais connecté depuis longtemps. Tu as raté l'intro, mais c'est pas grave. Mais là, on était en train de rentrer dans le vif du sujet de l'IA et j'avais donné la définition. Est-ce que des gens savent déjà et connaissent cette définition? Si oui, n'hésitez pas à l'inscrire en commentaire et puis on verra si vous allez juste, en tout cas avec la définition que je vais donner. Donc l'intelligence artificielle, c'est quoi? En fait, c'est juste une branche de l'informatique qui va permettre au système, donc au système informatique, d'apprendre et d'exécuter des tâches normalement associées à l'intelligence humaine. Donc en fait, quand on parle d'IA, on parle à la fois de reconnaissance vocale, de prise de décision, mais aussi par exemple de génération d'images, donc de perception visuelle. Et finalement, l'IA, vous allez le voir, ça fait un petit moment qu'elle entoure nos vies. Pourquoi? Aujourd'hui, on parle vachement de ChatGPT, donc qui est une IA générative et un modèle conversationnel. Mais il y a plein d'IA qui nous accompagnent, notamment la reconnaissance vocale. Siri ou l'assistant Google Home, c'est une IA, tout simplement. Quand vous utilisez Spotify ou encore Deezer, vous savez, on vous donne des recommandations de sons en fait basées sur ce que vous écoutez. Ça aussi, c'est de l'IA. Donc en fait, de l'IA, il y en a plein partout. Et l'IA, c'est pas nouveau. Salut Paul. Ouais, je crois que c'est Paul. Paul 914. Salut à toi, bienvenue dans le premier Moon Live. Et comme je le disais, l'IA, c'est pas nouveau parce qu'en fait, c'est un concept qui est apparu en 1950. Et je ne sais pas si vous savez qui finalement a un peu théorisé l'intelligence artificielle, c'est Alan Turing. Alan Turing, c'était un mathématicien de grande envergure. Et en fait, en 1950, il a publié un article où il se demandait si les machines étaient capables de penser. Et en fait, donc, il est un peu considéré comme le pionnier de l'intelligence artificielle. Et puis en 1956, il y a une conférence qui a été menée aux États-Unis, à Dartmouth, il me semble, si je ne me trompe pas. Et cette conférence, elle réunissait en fait une poignée d'experts, ils étaient seulement 20. Et pour le coup, cette conférence, elle va acter la naissance de l'intelligence artificielle comme vraiment discipline scientifique. Donc c'est là qu'en fait, les chercheurs se mettent à s'organiser pour faire des recherches sur ce nouveau modèle finalement. Et puis en 57, vous voyez, ça allait très très vite finalement. Il y a la première machine dite d'intelligence artificielle qui est née. Donc on ne se parle pas du tout, enfin, c'était quand même bien avant 2020 et l'arrivée d'OpenAI. Et en fait, cette machine, on dit qu'elle est un peu précurseur des modèles de deep learning et de machine learning,
puisqu'elle va être capable de reconnaître une lettre de l'alphabet, alors seulement une pour l'instant. C'est la lettre D, et c'est une machine qui s'appelle Perceptron. Je ne sais plus qui c'est qui l'a inventé, mais je crois que c'était aussi sur les travaux, basé sur les travaux d'Alan Turing. Donc décidément, plutôt très fort le mec quand même en 57. Et puis après, il y a quelques années en fait qui se passent. Et en fait, dans les années 80, il y a deux techniques informatiques qui sont assez majeures, qui se sont développées justement, qui ont permis en fait de donner un vrai coup d'accélérateur à l'intelligence artificielle. C'est le deep learning. Donc en fait, le deep learning, pour complètement vulgarisé, en fait, c'est permettre à un ordinateur d'apprendre par l'expérience. Donc en fait, le nourrir et lui, il va apprendre en fonction de ce que vous lui donnez à manger. Et la deuxième techno majeure, elle s'appelle l'expert system. Et en fait, elle va essayer, je vous ai bien essayé parce qu'on c'est pas encore tout à fait au point, en fait, d'imiter la capacité de l'homme à prendre des décisions. Donc, par exemple, un exemple concret, en fait, les voitures autonomes qu'on voit, c'est complètement de l'intelligence artificielle et ça se base aussi complètement sur cette notion d'expert système, puisque la voiture, elle a besoin, en fait, de prendre des décisions, par exemple, face à un accident. Et là, en fait, dans les années 80, les ordinateurs, ils vont commencer à adopter un raisonnement qui est basé en fait sur des règles qui vont recourir à une structure principale. Et cette structure, on la connaît tous, notamment quand on fait de la data, quand on fait du dev, c'est si, alors. Donc on dit à la machine si, ça, alors tu fais ça. Et on fait un petit bond dans le temps et on arrive en 97. Et là, c'est Dragon System. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Kate, mon associée, qui kiffe les dragons. Donc je pense que cette IA va lui plaire. C'est Dragon System qui a développé et implémenté en fait une solution de reconnaissance vocale sous Windows. Donc encore une fois, Windows, on le voit là avec Bing, etc. Enfin Windows, j'ai perdu le nom. Microsoft, hyper quand même précurseur. Et donc cette machine, c'était une solution de reconnaissance vocale tout simplement qu'on utilise aujourd'hui dans notre quotidien. En 97 aussi, il y a eu un événement majeur. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un champion du monde d'échecs qui s'est fait battre par une machine qui s'appelait Deep Blue, qui avait été conçue par IBM. Alors après, il y a plusieurs chercheurs qui vont démontrer que finalement, cette victoire, elle était liée à un bug, à un petit bug du système, mais quand même, le gars a été battu par une IA. Dracarys, bah ouais, tout à fait, c'est les dragons, c'est ça, on est là. Mais ouais, donc ça c'était ouf et c'est ce qui a vraiment propulsé en fait l'intelligence artificielle aux yeux du monde. Et en 2011, donc là pareil, on fait un gros bond dans le temps, toujours développé par IBM. Il y a une machine qui a été capable en fait de battre des concurrents humains comme vous et moi à un jeu télévisé américain qui était un jeu de culture générale. Donc là encore, grosse popularisation de l'IA aux yeux du monde et avec tout ce que ça a entraîné aussi, parce que les gens ont un peu flippé et puis on se souvient du flip du bug de l'an 2000. Hop. Et en 2016, encore une fois, là c'est vraiment pour le coup l'avènement de ce qu'on appelle le deep learning, puisque à Séoul, en fait, il y a un champion de jeu de Go. Le jeu de Go, c'est c'est un peu comme les dames, c'est un jeu stratégique. Donc le champion il s'appelait Lee Sedol et en fait il a perdu encore une fois face à un logiciel qui lui avait été développé par Google et ce logiciel il s'appelait AlphaGo. Et là on arrive en 2022 et là roulement de tambour, OpenAI débarque avec son modèle GPT-3. Ouais, parce que des modèles il y en a eu avant quand même, de la recherche il y en a eu pas mal. Et à votre avis, pourquoi ChatGPT a autant fait parler de lui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des suggestions dans le chat? N'hésitez pas à répondre. Je suis là, je lis et je vois tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Selon vous, voilà, qui a fait, pourquoi OpenAI a été propulsé comme ça avec son modèle GPT-3? Bon, s'il n'y a pas de réponse dans 3 secondes, je vous donne la réponse, moi. Je l'ai. Bon, après, c'est aussi une petite réflexion, mais est basée sur toutes les recherches qu'on potasse depuis plusieurs mois à l'agence. Mais en fait, si ChatGPT il fait autant parler de lui, c'est parce qu'en fait, il a une capacité qui est assez impressionnante à interpréter et à répondre à des questions qui sont dites complexes. Et en fait, c'est là où c'est hyper impressionnant, c'est que non seulement c'est un modèle conversationnel, mais en plus c'est une IA générative qui va nous pouvoir de générer, vous l'avez vu, du texte
Et c'est aussi pour ça que il y a un peu toute la commu SEO et tous les rédacteurs web qui s'affolent. C'est que les gens ont peur de perdre leur métier. Alors on verra que c'est pas du tout forcément, c'est pas du tout forcément le cas. Encore une fois, cette IA, elle est aussi basée sur le modèle du deep learning, donc pour générer aussi du contenu et converser de façon tout à fait autonome. Et des IA génératives, en fait, il y en a plein qui sont nées. Il n'y a pas que OpenAI qui a développé GPT. Il y a aussi DALL-E. Il y a qui d'autre? Il y a DALL-E. Bon, j'ai oublié les autres noms, mais il y en a pas mal. Je vous laisserai faire des recherches et tester. Et surtout, il y a aussi des IA qui vont générer non seulement de la musique, mais aussi des images. Mais aujourd'hui, en termes de modèles, c'est quand même OpenAI qui est qui est le plus avancé. Et notamment parce qu'en fait, son algorithme, il est basé aussi sur un algorithme d'apprentissage, justement pour renforcer et éduquer ce modèle. Et en fait, les chercheurs, ils ont entraîné donc le modèle GPT-3 à apprendre, en fait, à prédire les mots qui allaient suivre un groupe de mots donnés en entrée. Donc c'est là où c'est ouf, et c'est pour ça que ça a créé vraiment, finalement, une véritable révolution dans le domaine des IA qui font partie des modèles les plus avancés aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions et vous, c'est quoi vos ressentis sur l'IA en général? Est-ce que vous avez été ébloui aussi par ChatGPT? Je ne sais pas. N'hésitez pas à commenter dans le chat. Mais sinon, je vous propose qu'on parle un peu du programme d'aujourd'hui, qu'on passe à la deuxième partie où finalement on va vraiment parler de l'IA qui est consacrée au SEO. Donc comment nous, on peut l'utiliser au quotidien, ce qu'on en pense, comment on l'utilise en fait, voilà, ce qu'on pense de ses capacités, comment ça peut nous servir à mâcher notre travail, à automatiser des tâches par exemple. Et pour ça, je vous propose un petit test tout de suite en live. Alors, on a préparé les prompts, mais on va aller sur OpenAI, sur GPT. Et vous allez voir, nous, en plus, on a un abonnement. Donc, on a accès à GPT-4. Ça, c'est plutôt cool. Du coup, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, finalement, c'était surtout la différence, en fait, entre les deux modèles. Donc, en fait, ce qu'on a préparé, c'est un brief. C'est un brief SEO, en fait. Donc, dans le SEO, vous savez, quand on rédige un contenu, on a besoin de faire des briefs, en fait, pour driver un rédacteur. Et justement, pour driver ce rédacteur, en fait, il va falloir lui donner un plan de texte qui est basé sur la recherche des internautes. Et ça peut être un peu long et un peu fastidieux à faire parce qu'en plus, il faut faire un benchmark concurrentiel pour voir ce qu'utilisent les meilleurs contenus, etc. Et donc, ChatGPT, c'est un outil qui peut vous aider et vous faciliter la tâche dans la production de vos briefs pour finalement aller écrire vos contenus. Donc là, on a fait un premier brief, un premier prompt pour demander d'abord à GPT-3 de me fournir un plan de texte. Alors, je vous lis le prompt. Vous allez voir, en fait, avec ChatGPT, il faut lui donner pas mal de contexte. Faut lui expliquer qui il est dans ce contexte-là, quelle est sa tâche et quel est le but, en fait, du prompt. Donc là, on lui avait dit, t'es expert SEO, tu dois créer un brief SEO pour rédiger un contenu sur une page de listing produit, donc vraiment une page e-commerce qui vend des canapés d'angle. Et avec ce contenu, le but, c'est de se positionner sur le mot-clé canapé d'angle. Et donc pour ça, je vais lui demander de préparer un brief qui va inclure des balises H1, H2, H3 et de prendre en compte que le texte ne doit pas dépasser les 700 mots. Et donc là, pour le coup, GPT-3 m'a préparé un brief très très cool. Alors, vous le voyez, il nous donne un titre, il nous parle de l'introduction et après, il est quand même capable en fait de nous donner un plan de texte qui est basé sur ses connaissances à lui, avec des petites indications de ce que doivent contenir finalement les paragraphes. Mais quand même, on le voit, les phrases, elles sont assez simples. Il n'y a pas de notion du tout de copywriting, hein. C'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de faire une repasse via l'humain derrière. Et on voit que c'est quand même assez simpliste, un peu bébé, mais ça nous donne quand même une très bonne base. Ah oui, et GPT-3, il adore mettre des conclusions en veux-tu, en voilà. Mais si on passe sur le modèle GPT-4, là, vous allez voir que la réponse, elle est quand même vachement plus fournie. Alors, vous voyez, on a fait exactement le même prompt, hein. Pour le coup, on n'a pas du tout triché. En plus, c'est un prompt qui est assez tranquille. On peut aller beaucoup plus loin dans les prompts, mais là, c'était surtout
pour donner un exemple. Et donc là, en fait, dans mon brief, en fait, il se place vraiment comme s'il allait le donner directement à un rédacteur web. Et pour le coup, il nous donne vraiment l'objectif du contenu. Alors, on pourrait aller plus loin dans l'objectif, hein. Il aurait pu comprendre, par exemple, en lui expliquant mieux dans le prompt, que l'objectif, c'était aussi de convertir et de vendre des produits au-delà de se positionner. Donc, il reprend en fait les éléments du prompt que je lui ai donné. Donc, limite de mots, pas dépasser les 700 mots. Et là, il va me donner une structure de contenu. Donc, vous le voyez, tout est hyper bien balisé. Et pour le coup, là, alors il n'y a pas forcément d'indication sur ce qu'on doit écrire dans les paragraphes, mais ça, on peut le retravailler derrière aussi pour qu'il nous en donne. Il n'y a pas de souci, vous pouvez tester par vous-même. Et là, pour le coup, on voit que sur la qualité d'écriture, on se rapproche quand même un petit peu plus du copywriting que de simplement un canapé d'angle de points nos modèles. Donc, on a par exemple pourquoi choisir un canapé d'angle. Donc, il fait des formes de questions. Il prend en compte aussi ce que ne faisait pas GPT-3. En fait, il va parler des canapés d'angle, mais il est capable d'inclure en fait des mots-clés un peu plus spécifiques dans son brief, comme par exemple les canapés d'angle en cuir, les canapés d'angle convertibles, les canapés d'angle modulables. Donc là, finalement, avec GPT-4, vous avez une base de travail qui est beaucoup plus poussée et qui va vous permettre vraiment d'accélérer vos process en tant que consultant SEO qui travaille une stratégie éditoriale. Et en plus, le truc cool, c'est qu'il vous donne des indications sur la fréquence des mots-clés. Alors après, c'est quand même des indications qui sont assez débutants. Normalement, quand on est expert SEO depuis pas mal de temps, on sait à peu près normalement hein, comment optimiser un contenu. Mais là où c'est cool, c'est qu'il nous donne des synonymes des mots-clés de canapé d'angle, ce que ne faisait pas du tout GPT-3. Et de rien, merci à toi de participer, Ludivine. Ouais, je crois que c'est Ludivine. C'est trop cool de vous avoir ici pour le premier live. Et donc, je le disais, il va donner finalement plusieurs synonymes et voilà, des petites indications. N'oubliez pas le CTA sur les liens et il nous donne d'office en fait un title et une méta-description. Donc ça, ce qui est assez cool. Alors après, là, vous le voyez, j'avais préparé les prompts à l'avance. Sachez que en fait, il est possible aussi d'automatiser tout simplement vos tâches. Donc, c'est-à-dire de balancer à la machine plusieurs prompts pour créer plusieurs briefs, donc finalement pour industrialiser la chose. Mais ça, pour le coup, il faut passer par une API. Il faut passer par l'API. Donc, il y a un système d'abonnement pour avoir accès à l'API. Vous pouvez tout à fait la tester. En tout cas, nous, c'est en cours chez Flair. On ne va pas forcément en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet de parler de l'API OpenAI. Mais voilà, vous pouvez le faire. Et en plus, quand vous avez l'API, en fait, vous allez voir, il y a pas mal de ressources sur Internet. En fait, on assiste à l'avènement de la monétisation des prompts. Parce qu'en fait, pour finalement manier la bête, pour manier cette machine, le but, c'est de faire des bons prompts. Et ça, c'est un vrai métier qui va se développer dans les mois à venir. Je pense pas dans les années parce qu'il y a pléthore de formations qui commencent à fleurir. Mais en tout cas, voilà, les prompts sont monétisés et vous pouvez y avoir accès si vous avez la flemme ou si vous n'avez pas fait assez de recherche ou si ça vous saoule en fait d'écrire des prompts. Est-ce que vous utilisez ChatGPT? Nous allons communiquer sur des prompts GPT. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous utilisez ChatGPT au quotidien? Qu'est-ce que vous faites avec lui? Est-ce que vous l'avez testé pour votre taf, pour le SEO? Oui, pour les cours. Ah, il y a des petits malins qui s'en servent pour les cours. Donc, j'espère qu'on ne lui demande pas de rédiger des dissertations. En plus, ils avaient fait un test là pour le bac de philo où ils avaient demandé à ChatGPT, c'est un philosophe qui avait fait le prompt, d'écrire une disserte. Et je crois il avait eu 11 quand même. Et je crois que c'était même pas le modèle GPT-4. C'était GPT-3, donc plutôt pas mal. Mais bon, si vous voulez avoir de meilleurs résultats, quand même, bossez par vous-même. Mais en gros, nous, pour revenir à nos moutons, la façon dont on l'utilise au quotidien, effectivement, c'est pour nous aider sur les briefs. Alors, je dis nous aider, pourquoi? Parce que nous, on retravaille constamment, en fait, on retravaille toujours le brief qui nous a fourni, parce que, en plus de ça, vous le savez, GPT, OpenAI, en fait, c'est pas connecté à Internet. Donc, en fait, la base de données, elle s'arrête début 2022. Donc, il y a plein d'informations que vous allez pas avoir et vous risquez de passer à côté de choses si vous ne faites pas en fait une recherche vraiment approfondie finalement sur le sujet. Mais c'est quand même un vrai gain de temps. On peut aussi l'utiliser pour chercher des mots-clés.
Alors, nous, pareil, encore une fois, on ne va pas l'utiliser pour chercher tous nos mots-clés, mais il va plutôt nous aider à définir des grands sujets d'un sujet donné. Par exemple, je ne sais pas, hein, sur la thématique des canapés, en fait, je vais lui demander quels sont les types de mots-clés, quels sont les types de canapés les plus fréquemment recherchés, en tout cas les plus populaires. Et là, il va me sortir une liste. Donc, on avait vu, il y avait les canapés d'angle convertibles, les modulables, les en cuir. Et en fait, ça va m'aider finalement à orienter ma recherche de mots-clés en me mâchant le travail. Mais encore une fois, c'est pas un outil qui est dédié non plus au SEO. C'est pas du tout un outil de recherche de mots-clés. Donc, il ne faut pas du tout axer son travail uniquement via cet outil-là. Il peut aussi vous aider à détecter, en tout cas à faire un pré-mâchage de l'intention de recherche d'un mot-clé. Ça, c'est hyper cool parce que en fonction de l'intention de recherche, on ne va pas travailler ce mot-clé avec la même typologie de contenu. Chaque mot-clé va avoir un objectif défini. Donc au final, ça, c'est top. Et puis, on me dit dans le chat aussi que pour faire des synthèses, c'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment très, très cool aussi pour faire des synthèses. Notamment, vous savez, quand vous faites un brief éditorial et que en fait, vous devez faire un premier contenu, ce contenu, en fait, il doit aussi se démarquer de la concurrence. Donc, c'est pour ça que vous devez toujours repasser derrière. Et en fait, pour se démarquer de la concurrence, moi, ce que j'aime bien faire dans mes briefs, c'est donc faire un état des lieux des, je sais pas, les 5 premiers concurrents qui sont positionnés sur le mot-clé que je vais cibler dans mon contenu. Et j'aime bien les lire pour m'en nourrir et voir de quoi ils parlent et de quoi je vais pouvoir parler en plus, mais tout en parlant aussi de ce qu'ils parlent pour m'assurer d'être positionné. Et ça, pour le coup, ChatGPT, il peut vous aider en fait à faire des résumés de texte, parce que parfois, ça peut être quand même hyper long de se fader des 3 ou 5 contenus de 2000 mots. Donc ça, c'est pour le coup hyper intéressant. Donc, vous l'avez compris, pour nous, ChatGPT, c'est vraiment juste un outil sur lequel vous allez vous appuyer pour finalement accélérer des tâches qui sont un peu chronophages et qui sont, on va dire, à faible valeur ajoutée, entre guillemets. Parce que non, bien sûr, il y a du jus de cerveau derrière tout ça, mais on peut s'aider et avoir un gain de temps pour compléter. Mais là, je vous propose qu'on parte un peu en débat et qu'on parle finalement de ce que ça va changer dans le monde de la rédaction web. Et là, pour le coup, je vais appeler Clémence, qui va venir avec moi, qui va venir sur le live pour qu'on débatte un peu de tout ça. Et comme ça, je vais vous la présenter. N'hésitez pas à nous dire si le sujet vous intéresse dans les commentaires, si vous voulez qu'on parle d'autre chose. Le but, c'est que ce soit aussi un live interactif et qu'on suive un peu ce que vous avez envie d'entendre aujourd'hui. Hop, bienvenue Clémence. C'est une place. Salut. Bon Clémence, est-ce que tu peux te présenter pour nos Moonlivers? Ouais, yes. Du coup, moi, je suis SEO Project Manager chez Flair depuis presque le début. Ouais, c'est ça. Depuis presque le début et ça se passe trop bien. Et donc là, effectivement, je rejoins ce premier live Twitch. Sacrée expérience. Ouais. Pour l'instant, trop cool. T'inquiète, ça va bien se passer. J'ai eu quelques loupés, mais ça va. La commune est sympa. Donc ça va le faire. Mais oui, du coup, je voulais t'inviter parce que je voulais te proposer en fait de parler de la rédaction web parce que effectivement, il y a un métier, enfin en fait, il y a une question que tout le monde se pose. 2 secondes les filles. Oui. Clémence, on te voit pas très bien à la caméra. Et mettez bien le micro ici pour que on entende vos douces voix. Voilà. C'est la chef op. Ouais, parce que Kate, elle est en plus d'être directrice d'agence, elle est chez FOP, chez Flair. Voilà. Ouais, bon, désolé, c'est le premier live, hein, c'est pas évident pour nous. Mais en effet, il y a une question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est que est-ce que le métier de rédacteur est mort? Pour moi, non. Ouais, moi non plus. Pour moi, non. Pour moi, il est pas mort du tout. Je sais pas quelles sont vos réactions et vos pensées là-dessus dans le chat. N'hésitez pas à vous manifester, on se fera un plaisir de les partager. Hello Orficus, salut. Ouais, il se transforme, tout à fait. Oui, et pourquoi il se transforme? Et je pense qu'on a le même avis. Pour le coup, il va se transformer parce qu'on l'a vu en fait. ChatGPT, c'est un gain de temps. C'est juste un outil sur lequel on peut s'appuyer. Mais en fait, demain, ça va permettre aussi d'industrialiser les process de rédaction. En fait, demain, le rédacteur qui ne s'adapte pas à ces nouveaux usages et qui, du coup, travaille, entre guillemets, moins vite, finalement, je pense que, dans 6 mois, il est mort. Après, il faut faire attention aussi
la rédaction ChatGPT ne remplace pas l'humain. Non, non, clairement pas. Je pense que c'est plus une aide, effectivement, au départ, comme on l'a vu avec le brief, etc., pour s'aider à bien structurer nos contenus, à choisir, à bien organiser tout ça. Ouais. Mais après, la rédaction, il faut qu'elle reste justement avec ce côté vraiment humain, que ça respecte bien le ton de la marque, etc. Ce qu'une IA aujourd'hui n'est pas forcément capable de faire finalement. Ouais, complètement. Je pense que le rédacteur, il ne sera pas remplacé par l'IA, mais il sera remplacé par un rédacteur qui utilise l'IA pour l'aider en fait. Exactement. D'où les gens en fait qui se mettent à faire de la promptologie, Ouais, de la promptogénie. J'ai entendu ce terme l'autre jour, la promptogénie. Donc effectivement. Et puis en fait, même vous le voyez quand on écrit un contenu. Alors certes, on peut lui demander en fait de respecter un certain style, mais il a quand même encore vachement de mal à le faire. Et puis moi, il y a un truc qui m'embête en fait aussi avec toutes ces personnes qui veulent s'enfoncer dans la brèche de l'IA et de ChatGPT en disant que ça va révolutionner la production de contenu. Oui, en termes d'industrialisation, mais en fait, quel web on veut bâtir, quel web on veut construire, parce que déjà que la plupart du web, c'est quand même de la bouillie en termes de contenu. Moi, ça me gêne un peu quand même de tendre finalement vers cette uniformisation un peu de la pensée, et de la pensée de ChatGPT, pour le coup, qui est pas une vraie pensée, parce que en fait, ton contenu, ok, c'est pour ranker, mais c'est aussi, avant tout, il est là pour donner une information pertinente à un internaute. Et ça, ChatGPT, il n'a pas les capacités intellectuelles de faire tout ça. Donc voilà, moi je trouve, je ne sais pas si c'est pareil pour vous dans le chat et pour Clémence, mais je pense qu'il y a des petits enjeux éthiques aussi sur la production de contenu via l'IA. Ouais, complètement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et pas aller trop vite, justement. Il y a eu un énorme boom et tout le monde en a parlé. Je crois que je voyais un graphique qui disait que ChatGPT, ils ont mis 5 jours pour atteindre le million d'utilisateurs. Netflix, ils ont mis 2 ans et demi. Ouais. Donc en fait, effectivement, tout le monde en parle, Ouais. mais attention à pas faire n'importe quoi. Non, mais c'est clair. Et puis justement, du coup, en fait, on parle d'usage, il y a un nouvel usage qui est insufflé parce que c'est nouveau, etc. Mais finalement, est-ce que les gens vont à terme complètement remplacer en fait leur usage du search classique sur les moteurs de recherche via ChatGPT? Ça, je suis pas tout à fait sûre. Je sais pas quelles sont vos pensées là-dessus, votre ressenti. En tout cas, n'hésitez pas à le partager. Et puis, je crois, Clémence, que tu voulais nous parler de Bard. Ouais, de Bard, effectivement. La différence un peu entre ChatGPT et Bard. Donc, Bard, en gros, c'est la partie IA conversationnelle qui a été lancée par Google. Google avance sur plein de sujets du côté de l'IA. Il y a Bard, il y a le Search Generative Experience. Il y a la partie... ils avancent sur plein de sujets différents en ce moment. Et cette partie Bard, nous, on a essayé justement de confronter et de vérifier les différences entre les deux et voir quels étaient les enjeux de cette concurrence entre tout ça. Sachant que ChatGPT est arrivé en premier OpenAI est arrivé en premier avant Google et a eu un premier essor là-dessus. Et donc, justement, ChatGPT, quelle est la première différence? C'est qu'en fait, il n'est pas réellement connecté à Internet. Ouais. Il peut maintenant un peu l'être, mais c'est pas du tout la même chose que Bard. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, il a une base de données qui est ancienne, qui remonte de septembre 2021 à peu près. Donc, en fait, on a vraiment... c'est pas de la donnée d'aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà. Et après, on a... si on teste vraiment Bard... Alors, aujourd'hui, déjà, on peut pas vraiment le tester en France. On peut pas vraiment le tester en France parce que on est limité. C'est plus une question de législation. En gros, aujourd'hui, il y a toute l'histoire de la RGPD, la CNIL et tout ça, bref. Donc, en gros, en Union européenne, Bard n'est pas disponible. Il est disponible dans plein de pays. Je crois que c'est 180 pays, que en anglais. Et donc, en fait, en Europe, c'est pas encore disponible. Et donc, pour faire les tests, on est obligé d'utiliser par des VPN et des trucs comme ça. Donc on peut pas encore vraiment l'utiliser en France. Et je crois que, pardon, désolée, effectivement, tu parlais de l'utilisation de Bard en France qui n'était pas encore possible, notamment à cause de ces problèmes de réglementation par la CNIL. Il me semble, si je dis pas de bêtises, pour changer de sujet, pas complètement et pas de Bard, je crois que l'Italie a interdit l'utilisation d'OpenAI, de ChatGPT dans le pays. Ouais, carrément. Effectivement, parce que pour une question de respect des données aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que du coup, toute cette donnée, elle sert, tout ce qu'on fait, sert derrière aussi à nourrir l'intelligence artificielle qu'il y a derrière pour qu'elle continue de grandir, pour qu'elle continue de s'améliorer. Mais donc du coup, toutes les données qu'on va donner vont être récupérées et donc nous, on perd aussi d'une certaine façon un peu le contrôle de cette donnée-là. D'ailleurs, il y avait même pas mal de gens qui s'inquiétaient, de grands noms de la tech. Je crois que c'est Elon Musk aussi qui avait signé la tribune, je sais plus, c'était en février, je crois.
pour justement demander en fait aux gens, aux chercheurs en fait, de un peu ralentir les recherches autour de l'IA parce que selon lui, ça pourrait avoir en fait des conséquences un petit peu dramatiques pour l'humanité. Donc après, voilà, à faire attention aussi entre lanceurs d'alerte, ce qu'on voit aujourd'hui, et puis l'IA, c'est quand même un mot qui est assez galvaudé aussi, finalement. Ouais, carrément. Voilà, mais pardon, je te laisse reprendre sur Bard, c'était la petite parenthèse Elon Musk. Mais effectivement, si on continue le comparatif ChatGPT-Bard, en fait, on se rend compte qu'on a aussi davantage de... Enfin, c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui sur ChatGPT. On va avoir une réponse qui est un peu plus claire, qui va plus correspondre au langage que nous, on va avoir aujourd'hui, un peu plus humain. Bard est très bon dans le conversationnel, mais par exemple, sur la rédaction de contenu, comme tu l'as montré tout à l'heure, sur ChatGPT, on pouvait avoir... un peu foiré, il y a un peu planté de temps en temps, mais bon, ça, c'est l'aléa du premier live. C'est ça. Mais du coup, on voit que le contenu est un peu plus quali aujourd'hui sur un ChatGPT 4 que sur de la génération avec Bard. Donc, pour le moment, nous, on est plutôt friands d'un ChatGPT qui, en plus, est simple à utiliser. On n'a pas besoin de faire des google.com et de partir sur des VPN, etc. Donc, de toute façon, beaucoup plus simple. Et puis voilà. Et après, sur certaines requêtes aussi, on va avoir Bard essaye de donner des sources aussi. Ce que va pas faire du coup OpenAI, enfin ChatGPT, étant donné qu'il est basé juste sur sa base de données et pas sur Internet. Alors que Bard, du coup, lui, peut nous pousser des résultats directement et on peut récupérer les sources exactes. Mais il le fait pas pour toutes les requêtes, on sait pas trop encore pour quelle requête il le fait ou il le fait pas. Il choisit un peu, donc pour l'instant, c'est pas très clair, quoi. Ouais, c'est pas très clair, effectivement, mais on a hâte de voir les prochaines avancées. Et pour revenir sur les sources, justement, pour recoller un peu avec le sujet des rédacteurs, de la rédaction web, ou même des gens, en fait, tout simplement, qui ont des agences de production de contenu. Je vois qu'il y a pas mal d'agences, notamment sur LinkedIn, qui commencent à faire des communications, justement, sur tous les enjeux éthiques de ces sources. Et même des gens qui voudraient empêcher, en fait, via le robot TXT, que des bards, etc., accèdent à leur site parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leurs sources et que le contenu soit pré-mâché en fait, et complètement récupéré. Et en fait, ça pose des soucis de droit d'auteur. Parce que finalement, à qui il appartient le contenu que tu as généré via un chat GPT ou, je sais pas, un bard de plus tard. Ça aussi, il va falloir se poser en fait, la question du cadre légal. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans les prochains mois, en tout cas en France, sur la législation de tout ça. Ouais. Et en plus de Bard, ce que tu dis, c'est va être aussi hyper important au moment de la SGE, de la Search Google Experience. Generative Experience. Generative Experience. Ouais. On va dire SGE, ce sera plus facile. Et du coup, justement, parfois, le contenu est complètement pompé de certains sites, exactement ce que tu disais. Mais là, sur Bard, mais du coup, sur la SGE, parfois, on ne sait pas trop d'où vient le contenu. Et en fait, si on le cherche un peu, il se peut qu'on trouve notre contenu récupéré par de l'IA, qui avait dû être généré par l'IA, et en fait, zéro. Donc ça va être effectivement intéressant à suivre d'un point de vue légal, mais aussi utilisation. Ouais, parce que vous voyez, on est quand même bien loin du contenu unique. Hein. Parce que quand vous faites votre petit contenu sur ChatGPT, je crois il va donner un peu le même à tout le monde. Ça va pas être, il va pas vous sortir en fait, si vous voulez, un contenu vraiment unique juste pour vous aujourd'hui à 11h55. Pas du tout. Donc voilà, il y a aussi une uniformisation du web qui est en train d'arriver. Mais du coup, on parlait du SGE, donc du Search Generative Experience. En effet, je pense que vous êtes au courant, vous avez vu que Bing a en fait implémenté le modèle, a implémenté ChatGPT en fait tout simplement dans ses résultats de recherche. Je ne sais pas si vous avez testé. Vous avez testé le chat Bing un peu? Qui va sur Bing? La question à 1 000 $. Mais d'ailleurs, grâce à cette sortie, à l'utilisation de ChatGPT et la jointure avec OpenAI, ils n'ont jamais eu autant d'utilisateurs sur Bing depuis leur création. Ils ont atteint leur pic. Ouais. Non, mais ça m'étonne pas. Et puis, tu as vu au SEO Camp, le gars de Bing, il nous vendait son produit. Alors, la conférence était ouf. Hein. Après, ça faisait un peu pub de Bing. Ça faisait carrément pub. Ouais. Après, franchement, je comprends. Quand tu es Bing face à Google, tu as envie de tirer la couverture sur toi un peu de temps en temps. Donc, en vrai, c'est normal qu'ils profitent de cette intégration de ChatGPT dans leur page de résultats pour faire de la com à mort. Mais en tout cas, c'est hyper rigolo. Hein. Finalement, c'est plutôt en fait, le fait d'intégrer des résultats IA dans les SERP, en fait, ça redéfinit un peu le parcours de la recherche. Clairement, ça va complètement changer. Bon, après, si on regarde le chat, il y en a qui ont pris un peu parti. Bon, il y en a qui n'ont pas testé Gailx,
n'a pas encore testé, Joula, il n'a pas encore testé. Et alors, quelqu'un a vraiment pris parti, Monsieur Potato, a carrément explosé Bing, quoi. Censuré. Mais ouais, je sais plus quelle était ta question. Non, je disais que effectivement, je pense que l'intégration en fait de ces résultats de ChatGPT, donc ce modèle conversationnel finalement dans les SERP, ça va surtout redéfinir le parcours de recherche et même le parcours d'achat en fait. Ouais, tout le parcours, effectivement, on va avoir des résultats SEO qui vont être très très loin. Avec d'abord, si on reste sur la SGE et qu'on quitte Bing et qu'on repart sur SGE avec Google, on va avoir du Google Shopping qui va d'abord remonter, ensuite toute la partie IA générative, et ensuite on va avoir quelques résultats, etc. Mais en fait, finalement, tout le parcours va changer. Peut-être que l'achat, on pourra le faire uniquement grâce à la partie IA générative. On n'aura peut-être même plus besoin, si je cherche un ordinateur, demain je mets meilleur ordinateur, il me fait de la proposition, bim, après j'ai de l'annonce Google Ads, hop, j'y vais, je clique, et en fait en 3 clics, et j'aurais pas eu à faire chercher sur tous mes sites, regarder tous mes comparateurs, ensuite choisir l'ordi. Et ensuite, je vais dire, OK, où est-ce qu'il est le moins cher cet ordinateur-là? Et je vais aller regarder tous les sites, etc. En fait, demain, potentiellement, en 3 clics et en moins de 25 minutes, j'aurais réussi à trouver le produit que je cherche parfaitement et qui répond à tous mes critères, quoi. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que moi, je suis pas en fait si certaine que... vous voyez, il y a plein de questions en ce moment de est-ce que ChatGPT c'est la mort de Google et tout. Moi, je suis pas sûre parce que là, je pense que c'est un effet de nouveauté où les gens vont l'utiliser en fait pour des choses assez simples, répondre à des questions qui sont finalement peu complexes. Je parle pas du monde professionnel, je parle vraiment du grand public en fait qui va faire des recherches. Mais en fait, ChatGPT, il n'est pas capable aujourd'hui de vous conseiller des produits, de vous donner des liens pour aller acheter un produit, etc. Donc non, c'est pas la mort de Google, c'est pas la mort de Bing. En fait, c'est juste des usages qui vont changer et on va s'appuyer sur cette nouvelle technologie pour redéfinir les parcours de recherche. Mais je veux dire, en fait, des révolutions, pas des révolutions, mais des changements d'usage et des changements des SERP, on en a eu plein. Enfin, le début du SEO, il y avait des liens bleus, c'est tout. Le c'est que ça change tout le temps, mais la base, elle n'a jamais vraiment changé. Exactement, finalement. Et puis, en fait, même Google, en termes de capacité de base de données, alors la base de données de connaissances de OpenAI, elle est énorme, mais en fait, celle de Google, elle est monstrueuse. Enfin, on se parle de tout Internet. Donc ça, c'est juste ouf. Enfin, c'est assez incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, pour l'évolution de nos métiers, ce que ça va changer. Mais voilà, moi, je me souviens quand même du moment où tout le monde a paniqué parce qu'il y avait les positions 0 qui débarquaient. Oui, c'est très cool, tout le monde était en panique, attention, le CTR et tout, il va chuter. Finalement, notre métier, il va très bien et on a appris à se positionner en position 0 et tout va bien. Pareil, effectivement, en fait, c'est le même problème. Quand on parle d'une requête ultra concurrentielle, très axée produit, en SEO, oui, aujourd'hui, la SERP, elle a changé, il y a plein de résultats shopping, etc. Donc, juste, on se pose la question de est-ce que c'est pertinent à aller travailler? Là, en fait, c'est pareil, ça sera juste mieux qualifier finalement le mot-clé et l'analyse des SERP, hein, c'est de la serpologie, encore une fois, mais nos métiers sont clairement pas morts juste avec l'arrivée du SGE, quoi. Non, on est juste amené à évoluer, quoi. Ouais. Mais finalement, comme dans tous les métiers, je crois. Ouais, exactement. Là, c'est que notre niveau. Faut juste accepter, les gars, que ça va un peu changer. Et ça va plutôt bien se passer. Écoutez, je sais pas, je pense qu'on a un peu fait on a une réaction de July. Alors, c'est cool, mais moi, j'ai juste peur que si tout le monde utilise ChatGPT, on ait du coup aucune avance à le faire. On sera juste en retard si on ne l'utilise pas. Ouais, je pense que effectivement, si on prend pas le pli, on va un peu être en retard. Alors après, encore une fois, pour moi, prendre le pli de ChatGPT, c'est pas forcément te mettre à créer tous ces contenus via ChatGPT, mais c'est plutôt l'utiliser encore une fois comme un outil et un moyen d'automatiser des tâches, de simplifier, je sais pas, des process ou des choses qui prennent vachement de temps. Et après, il faut faire gaffe aussi justement dans l'utilisation des contenus sur ChatGPT parce que, attention, méfiez-vous, sur Google, Google en fait est capable de détecter les contenus qui sont produits par l'IA. C'est tout simplement OpenAI qui lui a donné la solution. C'est pas du tout, c'est acté quoi. Il en est tout à fait capable. Alors ces contenus, ils vont pas être pénalisés parce que le but de Google, c'est pas de dire il faut que du contenu créé par l'humain. On l'a vu, hein. Enfin le content spinning, ça existe depuis longtemps aussi en SEO. Je peux vous assurer, il y en a qui rentrent.
Mais non, mais en fait, le but premier d'un moteur de recherche, c'est quoi? C'est en fait de référencer des sites et de donner une information la plus pertinente et la plus qualitative possible à son utilisateur. Donc que votre contenu il soit créé par l'IA, Google il s'en fout, mais il faut juste que ce contenu il soit retravaillé par l'humain pour qu'il soit finalement original et qu'il matche tout simplement l'intention de recherche. Mais attention, on ne veut pas non plus d'un site qui est 100% généré par l'IA, quoi. Parce que Non, ça risque d'être garder quelque chose pénalisant. de naturel, quelque chose qui répond. Enfin, l'objectif, c'est toujours de répondre à l'intérêt de recherche, quoi. Ouais, C'est ça complètement. l'objectif, vraiment. Et donc, un texte qui est commencé à être produit par une IA, etc., et qui après qui est retravaillé par l'humain et qui répondra à cette intention de recherche et qui sera avec le ton de la marque, etc., c'est un contenu qui sera jamais pénalisé, même si la base, elle est basée sur. La base est basée. Bon. Ouais, même si c'est basé sur ChatGPT, quoi. Non, mais carrément. Tout à fait, Hugo. Moi, je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, c'est clair. Personne ne remplacera les experts SEO. Je suis d'accord. On est là, on est en force. On bouge pas. On va se servir de l'IA, mais ça bouge pas en tout cas. Ouais, clairement. Écoutez, je pense qu'on l'a vu. Finalement, il y a quand même pas mal d'opportunités pour le SEO en termes d'IA. Alors pour moi, c'est pas forcément c'est pas des opportunités. D'objectifs, genre de ranking, c'est pas des opportunités de ranking, mais c'est plutôt des opportunités de faciliter notre métier. Ouais, l'objectif, c'est de nous aider à aller plus loin dans notre stratégie, de gagner du temps sur des choses sur lesquelles on n'a pas forcément une grande valeur ajoutée. Ouais. Je voyais effectivement, personne ne remplace le jus de cerveau. Exactement. En fait, l'idée, ça va être d'optimiser justement, ce mot est absolument affreux, mais d'optimiser ce jus de cerveau et de mettre moins d'efforts sur des choses moins importantes. Et après, d'avoir tout son temps pour de la stratégie un peu plus poussée, etc. Faire aussi de la R&D, etc. Enfin, gagner du temps dans notre métier, ça nous aide très clairement. C'est ça. Donc là, on vient de découvrir que Clémence voulait optimiser notre jus de cerveau. Donc en fait, la meuf est transhumaniste. Oui, on va la vie éternelle grâce à l'IA. Non, mais vous imaginez si un jour on est capable de... Non, je rigole, je pars trop loin. Mais ouais, voilà. Donc finalement, oui, plein d'opportunités, mais attention à ce que vous entendez. Faites des recherches vous-même aussi, c'est hyper important. Pareil, en fait, ne prenez pas tout ce qu'on dit pour argent comptant. Encore une fois, nous, c'est notre avis, c'est ce qu'on a testé aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais je peux que vous encourager, par contre, de tester. De prendre un abonnement à GPT-4 aussi, parce que franchement, la différence, elle est quand même assez incroyable. Donc allez-y, testez et n'hésitez pas à nous faire des retours aussi, même par mail ou je sais pas, sous commentaire sur LinkedIn. Hyper friande d'avoir vos tests et vos retours si vous utilisez l'IA au quotidien. Et même aussi, on communiquera, comme le disait Kate tout à l'heure dans le chat, sur des prompts. Voilà, beaucoup plus poussé que ce qu'on a vu pour ce test-là. Mais voilà, en gros, je pense qu'on a fait un beau tour du sujet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez réagir avant qu'on commence à quitter ce live? Ouais, ça fait 1 heure là à peu près qu'on est en live, un peu moins d'1 heure. Alors, c'est un super outil, mais ça n'est qu'un outil. Tout à fait. Je ne peux qu'acquiescer. La techno est folle, mais ça reste un outil. Voilà, faut pas avoir peur de l'outil, quoi. Yes. Et il y a Hugo aussi qui demandait si effectivement on utilisait l'IA chez Flair. Effectivement, on a répondu un petit peu à un moment donné dans le live, mais effectivement, on l'utilise dans notre quotidien, pour nous aider justement sur des tâches, comme on disait, sur certaines tâches. Mais l'idée, c'est de ne pas remplacer et de ne pas complètement utiliser à 100% cette IA-là et de garder notre valeur ajoutée, qui est clairement nos connaissances. Complètement. Complètement. En fait, l'IA, si tu veux, c'est pas un outil d'analyse. Et quand même, le SEO, c'est aussi vachement basé sur l'analyse de la donnée. Et GPT-3, GPT-4, c'est pas un outil SEO. C'est un outil qui peut t'aider à générer des mots-clés, par exemple, du contenu, de l'intention de recherche, des briefs, etc. Mais c'est pas un outil sur lequel tu peux te baser pour faire ta stratégie SEO, en fait, tout simplement. C'est juste un gain de temps. Voilà. Est-ce qu'on peut donner des exemples de tâches sur l'intention de recherche, la classification parfois. Je l'ai utilisé de temps en temps dans des parties audit technique où j'avais des petites galères j'avais pas la bonne formule Google Sheet. C'est un petit bordel. J'ai envoyé mon listing et puis il m'a fait exactement ce que je voulais et ça a bien fonctionné. Donc parfois ça aide aussi. Bien sûr. Tout petit truc.
Moi, je l'avais aussi utilisé une fois. Pareil, je faisais un audit technique et j'inspectais ma page et j'ai pas tout compris. Enfin, je trouvais pas l'erreur en fait qu'il y avait. Et en fait, je lui ai juste copié-collé mon bout de code et il m'a trouvé l'erreur et il m'a réécrit. Donc en fait, ça peut vous aider aussi, par exemple, pour générer aussi des scripts de données structurées. Il y a des outils qui le font, mais ça peut être pas mal. En code, il est plutôt bon. En code, il est bon. Ah oui, Ouais, on en a pas parlé au moment de en Bard. HTML et Mais tout. Ouais. effectivement, les deux permettent de coder sur sur plein de langages différents. Mm. Il semblerait que les deux soient très bons. Il y en a un qui va un peu mieux vulgariser. Pour le moment, ChatGPT vulgarise un peu mieux. Mais pour autant, les deux sont capables de coder dans plein de choses différentes. Effectivement, pour Python, c'est parfait. L'idée, c'est de continuer d'avoir quelques connaissances pour comprendre et s'assurer. Parce que par contre, il va pas toujours nous dire, ChatGPT nous dit pas, je sais pas faire. Non. Donc en fait, il va produire, mais si moi je n'y connais rien, ça veut dire que soit si c'est pour un contenu, je vais récupérer un contenu qui est complètement faux, mais je vais pas le savoir. Mm. Et sur du code, bah en fait, il va me faire un code qui va pas du tout faire ce que je voulais. Et ça, pareil, je m'en rends pas compte tant que je l'ai pas implémenté. Donc l'idée, c'est de toujours avoir quand même des bases de connaissances, ce qui va nous aider. Et effectivement, pour du Python, c'est super pratique. Pour du JS, enfin pour plein de trucs, il est très fort. Et ça peut nous aider justement à aller plus loin dans certaines choses quand on n'a pas toutes les compétences. Ouais, c'est ça. Et puis, il y avait un truc qui est hyper cool. Moi, je m'en étais rendu compte, pareil, quand j'avais posé des questions techniques, enfin, de code et tout. En fait, je pense que quand tu es un débutant, c'est grave cool parce que il va t'expliquer sa réponse quand même. Il te dit pas, je sais pas, mais il t'explique ta réponse. Et même sur des grosses formules Google Sheets, il t'explique pourquoi il l'a fait et quel a été son process, entre guillemets, pour construire la formule. Donc, ça t'aide à apprendre. Et c'est pas, en fait, tu copie-colles pas bêtement la réponse. Ça t'aide toi aussi à progresser dans pas mal de tâches. Oui, complètement. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Hugo? Est-ce que vous avez déjà eu des peurs venant de clients au sujet de l'utilisation de l'IA en agence? Certains peuvent voir l'IA comme l'occasion de faire du SEO plus facilement. Alors, pour le coup, nous, non. Parce que, après, avec nos clients, on a une communication assez transparente et de proximité. Donc, quand le sujet est arrivé, en fait, on en a tout simplement. Ils nous ont plutôt interrogé sur ce qu'on en pensait, etc. Et on a toujours été honnête. Donc, il n'y a pas vraiment eu de peur de leur côté. Ils l'ont plutôt vu aussi, parfois, certains comme des opportunités. Mais on les a et on les a aussi bien éduqués sur le fait que non, 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 on ne génère pas du contenu à tout va via ChatGPT. Mais du coup, non, pas trop. En tout cas, moi, pas trop de peur. Je n'ai pas ressenti trop de peur. Voilà. De la part des clients. Ouais, des négos budgétaires, voilà. Ça, après, on y reviendra. Mais très bon axe budget de négociation pour le netlinking, par contre, les gars. Parce qu'on le sait, les régies. Voilà. Donc, non, pas de peur particulière. C'est comme tout, en fait. Dès qu'il y a un truc un peu révolutionnaire qui arrive, bah, les humains ont peur, surtout quand on touche à le grand sujet qui est l'intelligence artificielle. Ça fait toujours un peu flipper et on l'a vu, hein. Enfin, il y a eu une couverture médiatique qui était assez dingue. Il y a eu 1000 débats de la part de sociologues, de philosophes, etc. Pour voir en fait ce que ça allait entraîner sur l'humanité, même sur nos capacités de connaissance en fait et d'apprentissage. Mais encore une fois, quand on sait le manier et qu'on arrive à l'utiliser au quotidien ou pas et qu'on a conscience de ses limites, et surtout qu'on a conscience et qu'on a réfléchi un peu sur les sujets un peu éthiques et moraux, en tout cas auxquels nous, on a envie de réfléchir, bah, je pense qu'il n'y a pas de sujet, en fait, c'est OK, quoi. Voilà. Clairement. Ok. Il n'y a plus trop de questions. Je crois qu'il n'y a plus trop de questions, non? Je sais pas, n'hésitez pas à réagir. Sinon, je pense qu'on va peut-être clôturer ce premier live. Yes. Qu'en penses-tu? Ouais. Bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez trouvé ça sympa. C'était le premier, donc forcément, il y a La toujours prochaine fois, je pense que la caméra embarquée fonctionnera. La caméra embarquée fonctionnera. Je me planterai pas d'onglet à partager. Donc voilà, il y aura tout ça. Merci beaucoup, c'était top, hyper intéressant, trop bien. Bon bah super. Merci d'avoir commenté aussi. C'était trop bien de pouvoir échanger justement, d'avoir posé des questions, etc. Carrément. Donc, trop chouette. Et peut-être, est-ce que... Ouais, n'hésitez pas. En fait, on va faire plusieurs lives. Donc on va revenir, les Moon Live vont revenir. On veut vraiment que ça devienne un rendez-vous. N'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Ça peut être sur le SEO, ça peut aussi être sur la vie d'agence, l'entrepreneuriat, par exemple, l'entrepreneuriat au féminin, les femmes dans le SEO. Enfin, il y a plein de sujets qu'on peut aborder. Donc, n'hésitez pas à commenter, à nous donner des suggestions. Est-ce que vous n'avez pas l'idée tout de suite, même de nous écrire sur les réseaux? Enfin, là, on a mis nos réseaux, mais on a effectivement LinkedIn, Insta.
Ouais. Et après, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées sur les réseaux, effectivement. C'est ça. Et puis abonnez-vous à la chaîne, hein, comme ça vous ne louperez pas nos prochains Moon Live. Mais voilà, c'était trop cool de partager ça avec vous. Merci encore, franchement, merci beaucoup d'être venu. C'était trop chouette. Et puis à bientôt les Moon Livers. Hein. Ouais, salut! Salut! Ciao, ciao!